la gestion intelligente de la planification agricole face au climat, à la suite de la première série de présentations qui vient d'être effectuée par nos collègues. Donc ici, on aura 4 interventions qui seront axées sur la planification agricole par la direction de l'agriculture, sur les questions, sur la question de l'information climatique par Mariama de l'ANASIM. La troisième présentation sera faite par moi-même sur les outils d'aide à la planification donc, agricole. Et enfin, notre collègue Issa de Alliance parlera des questions justement d'entrepreneuriat donc, dans cette thématique. Donc on aura chacun donc, de nous aura maximum 10 minutes, comme le temps est très court, maximum 10 minutes pour faire son speech. Ensuite, il y aura une série de questions-réponses, 15-20 minutes, avant de passer le round à un autre groupe de panélistes. Donc sans plus tarder, je donne la parole à Djibril Yann de la direction de l'agriculture. Djibril, vous avez la parole pour 15 minutes. Merci, Monsieur le Président de la séance et modérateur, Monsieur Mbaye Diop. Merci à tout le monde. Donc, moi, mon intervention, je vais l'axer sur une présentation PowerPoint pour être très succincte. Bonjour tout le monde. Bon, nous, qui sommes-nous? Nous sommes la direction de l'agriculture. La direction de l'agriculture est une entité du ministère de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire, qui est au niveau du ministère de l'Agriculture basé à Diamniadio. Et cette direction est chargée de la mise en œuvre des politiques, surtout des cultures vivrières et agro-industrielles. Et de manière spécifique, la direction a 6 divisions. Il est chargé de l'élaboration et la mise en œuvre du programme agricole annuel. Il est chargé du contrôle et la certification des semences, mais aussi des engrais, de la conservation et de la restauration de la fertilité des sols à travers le Bureau de restauration et de la fertilité des sols. Il est maître d'œuvre de la Journée mondiale de l'alimentation, mais aussi la direction de l'agriculture coordonne le volet changement climatique du ministère de l'Agriculture à travers la plateforme CECASA que nous représentons aujourd'hui dans ce panel, entre autres missions de la direction de l'agriculture. OK. Donc, on va vous parler spécifiquement de la plateforme Changement climatique, agriculture et sécurité alimentaire, qui est une entité du ministère de l'Agriculture qui a été créée par arrêté ministériel depuis 2015, après la COP de Paris. Et cette plateforme est mise en œuvre par la direction de l'agriculture, mais c'est une entité intersectorielle et multi-acteurs. Intersectoriel, il regroupe les secteurs du ministère de l'Agriculture, de l'élevage, la pêche et du ministère de l'Environnement. Mais quand on regarde l'ensemble des acteurs de cette plateforme, vous pouvez retrouver la presse, vous allez retrouver la société civile, les institutions de recherche et les services déconcentrés de l'État et les services décentralisés. Donc la plateforme permet de faire un pas réel dans l'agriculture durable. En quoi faisant? À travers nos missions,
qui est la prise en charge de la dimension changement climatique dans les stratégies et développement politique du secteur de l'agriculture. Nous avons intégré aujourd'hui dans les politiques de l'agriculture, notamment à travers le programme agricole annuel, ce qu'on appelle un programme d'adaptation. Et ce programme d'adaptation a été expérimenté depuis 2015 et qui nous a prévalu des résultats. Et cette intégration est basée sur des informations climatiques. Ces informations climatiques nous sont toujours fournies par l'ANACIM. C'est les prévisions climatiques qui nous permettent d'élaborer un programme annuel basé sur des prévisions à partir de mars qui sera réajusté à partir du mois de juin. Maintenant, sur ce programme, systématiquement, depuis 2015, on met ce qu'on appelle un programme additionnel ou bien un programme d'adaptation. Pourquoi? Parce que vu la configuration de l'espace géographique du Sénégal, du nord vers le sud, nous avons des isoyettes différentes qui passent de 300 mm jusqu'à 1200 mm. Et les parties les moins pluvieuses sont toujours confrontées à des problèmes de pluie. Donc, on met des stratégies d'adaptation en mettant certaines spéculations et certaines variétés très précoces. La mise à l'échelle de l'agriculture intelligente face au climat dans les exploitations familiales. On va revenir pourquoi l'agriculture intelligente. La mise en place de plateformes locales. Depuis 2015, on avait une plateforme au niveau national, mais comme on travaille beaucoup sur l'adaptation, parce que l'impact du changement climatique, c'est plus sur l'agriculture, on travaille plus sur l'adaptation, et l'adaptation, elle est locale, et qui permettent de faire des propositions d'adaptation au niveau local qui vont être prises en compte au niveau national pour proposer des solutions durables. Renforcer la coordination et les synergies de recherche, de formation et de développement en matière de lutte contre les changements climatiques et renforcer les capacités des acteurs. Là, c'est un point qui est très important parce que tout ce qu'on fait au niveau local comme au niveau national, si les capacités ne sont pas renforcées pour que les gens soient au même niveau d'information et au même niveau, ça posera toujours un problème parce que le fossé restera toujours grand. Et en dernier lieu, la communication et les plaidoyers. Allez-y. Je l'avais dit tantôt, pourquoi l'agriculture intelligente face au climat? Parce que ça nous permet de prendre en compte les trois dimensions, l'adaptation, l'atténuation et la sécurité alimentaire qui sont intégrées dans la plateforme changement climatique. Et des efforts importants ont été faits par le ministère de l'Agriculture à travers la direction de Nous avons commencé à faire une substitution progressive des engrais minéraux avec des engrais organiques. Depuis l'année dernière, on a pu avoir 10% des engrais subventionnés par l'État. On met des engrais organiques à la place d'engrais minéraux. Accompagner l'accès à l'énergie solaire dans les exploitations agricoles, surtout les exploitations maraîchères, ça nous permet d'atténuer nos émissions de gaz à effet de serre parce que les dernières études qui ont été faites avant l'élaboration de la CDN, le secteur de l'agriculture faisait partie des secteurs les plus émetteurs au Sénégal. En termes d'adaptation, l'intégration de l'information climatique dans les programmes agricoles annuels. Je vous ai dit tantôt que notre programme annuel, avant de l'élaborer, on attache des prévisions saisonnières. Et au courant de la production aussi, nous avons des informations météorologiques qui permettent à nos services comme l'ANCAR de pouvoir produire des conseils agricoles aux différents producteurs. La mise en place d'un programme d'adaptation depuis 2015 où l'État a injecté près de 30 milliards et la promotion des productions de l'utilisation des semences adaptées certifiées. Parce que depuis quelque temps, on parlait de semences adaptées, mais cette fois-ci, on met le focus sur des semences adaptées certifiées. Parce que l'État a fait beaucoup d'efforts sur la reconstitution du capital semencier et il y a aujourd'hui des semences adaptées qui ont été homologuées et le processus de certification est suivi par la direction de l'agriculture. Donc, on pousse les producteurs à aller vers ces semences adaptées certifiées. Et en dernier lieu, la sécurité alimentaire.
où nous allons s'appesantir sur les 4 piliers de la sécurité alimentaire, dont les 2, à l'amélioration et la distribution. Ça, c'est la plateforme au niveau local, qui est présidée par l'autorité administrative, qui est le préfet, et qui regroupe l'ensemble des acteurs, comme je l'ai dit tantôt, qui sont du pays. Le maillage de la plateforme, c'est sur les 1/3 du pays. Vous pouvez voir une partie de la vallée et l'autre partie c'est plus concentrée dans le bassin arachidier et une partie de la zone sud-sud-est. Vous allez me dire que le sud est moins maillé parce que ça montre que la vulnérabilité est plus accrue dans ces zones. C'est pourquoi on a d'abord fait le focus sur ces zones les plus vulnérables. Quels sont nos résultats? Ça, c'est quelques résultats. Endogènes ou bien des techniques éprouvées par la science. L'intégration de la dimension climatique dans la planification des politiques agricoles, l'élaboration de documents de planification sectorielle sur les changements climatiques. On est en train d'élaborer ce qu'on appelle le plan national agriculture, genre et changement climatique, mais aussi on est en train d'élaborer ce qu'on appelle aussi le plan d'investissement de l'agriculture intelligente face au climat. Il y a aussi la communication qui est très importante avec notre label Kaddu Baykat, qui veut dire la parole aux producteurs, qui permet à travers les radios communautaires et d'autres canaux de communication de partager des informations et d'échanger sur tout ce qui est changement climatique. Nos perspectives, renforcer le maillage, comme je l'ai dit, notre maillage est sur les 1/3 du territoire, mais trouver un financement pour permettre la mise en œuvre des plans d'investissement agriculture intelligente. Changement climatique vont être retracés dans nos politiques. L'autonomisation des plateformes locales, quand on met en place des plateformes, de voir comment les accompagner pour que ces plateformes puissent être autonomes. Et cette autonomisation ne peut se passer qu'à travers l'acquisition de financement verts par les plateformes, que ce soit la plateforme nationale comme les plateformes locales. Et à travers un projet que nous avons proposé qu'on appelle VISA, valorisation des initiatives et stratégies d'adaptation. Donc, pour terminer, je vais vous laisser avec cette citation d'Antoine Saint-Exupéry. Je vous remercie. Forme et son implication dans la facilitation de l'utilisation des techniques AIC, et aussi bien pour la planification agricole que pour la mise en œuvre sur le terrain. Donc je vais passer la parole à Mariama pour nous parler un peu des services climatiques, de l'information climatique au niveau de la NACIM. Mariama, donc vous avez 10 minutes pour nous faire l'économie. Un peu la problématique de ce panel. Comme nous le savons tous ici, le climat change, effectivement, les populations le ressentent, mais heureusement qu'il existe des outils qui peuvent nous permettre, non pas de supprimer, mais au moins de réduire les risques liés à ce changement climatique. Donc nous, au niveau de la NACIM, on travaille en étroite collaboration avec la direction de l'agriculture, ISRA et d'autres partenaires, sachant que notre population est une population qui utilise plus de 60% de la population s'active dans le secteur primaire. Donc le secteur primaire, c'est l'agriculture à grand A. Donc c'est vous dire combien c'est important
ça a été pour nous quand même un combat de venir assister ces producteurs qui se sentaient un peu esselés face à ces changements. Alors, c'est quoi le GTP? Je pense que nous, au niveau de l'ANACIM, il y a une collègue qui en parlait tout à l'heure. Depuis 1984, après les années de sécheresse de 1970, il a été mis en place grâce au SILT quand même une plateforme, c'est-à-dire un groupe de travail pluridisciplinaire. Parce qu'il faut toujours se rappeler que les changements climatiques, une ou deux services ne peuvent pas venir à bout de ce combat. Donc il faut s'allier, il faut qu'on travaille ensemble, main dans la main. Alors ce groupe de travail réunit l'ANACIM, la DGPRE, la direction de l'agriculture, la direction de protection des végétaux, l'élevage, le centre de suivi écologique, le commissariat à la sécurité alimentaire, l'environnement et surtout les médias. Alors, ce qu'on fait, c'est en fait des réunions décadaires où chaque compétence amène ces informations qui sont synthétisées dans un bulletin. Et ce bulletin est diffusé à vraiment vers fait preuve d'une large diffusion vers que ce soit les producteurs, mais aussi les décideurs. Parce que je pense que les producteurs ont leur part du bulletin qui se traduit par des conseils qui sont élaborés, des conseils agricoles qui sont relayés par les services ANCAR. Mais il y a aussi une partie qui est dédiée aux décideurs qui doivent orienter, qui doivent s'adapter, comme vient de le dire la direction de l'agriculture. Alors, ce groupe de travail à un niveau national, comme je viens de le dire. Mais moi, ce qui me plaît de dire, c'est cette mise à l'échelle qu'on a réussi à faire au niveau local. Donc, depuis quelque temps, on est parvenu à décentraliser quand même le GTP national. Et au niveau local, ça réunit les mêmes services techniques. Alors, ça nous réunit les mêmes services techniques sous l'autorité de l'administration administrative, qui est le préfet. Donc, les informations climatiques qui sont vraiment vulgarisées partent de la prévision saisonnière. Donc, c'est la prévision qui nous permet d'avoir une idée sur le profil, parce que ça, c'est important. C'est la base, en fait, de la planification. Parce que, sachant qu'une année d'une autre, on peut avoir une variation annuelle ou intra-annuelle même, il est bon, à partir du mois de mai, de disposer de cette prévision saisonnière qui nous permet quand même de choisir dès à présent les variétés qu'on va utiliser. Au-delà de ces prévisions de 3 mois, il y a la prévision journalière, mais aussi la prévision imminente, ce qu'on appelle le nowcasting. Donc, il arrive qu'on voit des systèmes qui nous parviennent la plupart de l'Est et qui peuvent toucher immédiatement le pays. Donc, quand on est en face de ce phénomène, rapidement, on lance l'alerte pour dire aux producteurs, attention, vous vous attendez à une pluie imminente. Donc, ce groupe de travail, quand même, est appuyé par les médias. Parce qu'on travaille avec les radios communautaires. Tout de suite, je pense qu'il y a une dame, Adi, celle qui a précédé tout de suite, qui nous parlait un peu de la non-accessibilité de l'information. Alors, c'est vous dire qu'on travaille avec les radios communautaires, qui sont au nombre de 82 au niveau du Sénégal. Et ces bulletins sont traduits en langue locale. Donc ça, je pense que c'est important. Et ces journalistes, ces acteurs de la presse ont été capacités par rapport à même c'est quoi l'information climatique. Je pense que c'est vraiment un travail qui nous a pris du temps, mais qu'il fallait faire pour que ces gens qui doivent relayer sachent comment faire pour que cette information soit compréhensible. Donc, ces bulletins, au-delà des radios rurales, sont envoyés par SMS aussi, par voix. Pourquoi par voix? Parce qu'il nous arrivait, quand on faisait les évaluations, que les producteurs nous disent, eh bien, nous, on reçoit les SMS, mais comme on n'est pas instruit,
Des fois, on est obligé d'attendre le retour de nos enfants de l'école pour nous lire le SMS. Et comme vous savez, comme moi, que en fait, l'information météo est très vite périssable. Donc, c'est fort de cela qu'on a migré à lier voix et SMS. Donc, l'appel voix, on a votre numéro, on vous appelle, vous décrochez, et c'est en langue locale que vous avez le message de la météo. Donc, je pense que ça, c'est important parce que ça permet aussi aux agriculteurs de planifier leurs activités. Alors, comme je disais tout de suite, nous, on essaie, durant quand même tout l'hivernage, du début à la fin, d'essayer à chaque étape de prendre en charge l'inquiétude des paysans. L'inquiétude des paysans, c'est surtout au Sénégal, c'est le début de l'hivernage. C'est quand le vrai début. Parce qu'il y a des phénomènes de faux départ qui font qu'ils perdent des semis. Alors nous, on se focalise très vite pour les aider, pour définir les dates de début, les aider aussi à préparer et à choisir des variétés. Ça, c'est dès le début. Et pendant aussi, il y a les alertes d'inondation, là, il y a les alertes de foudre. Il y a des alertes aussi qui leur permettent de planifier, comme j'ai dit, le calendrier culturel pour épandre l'engrais ou bien faire des travaux de champ pour essayer de vraiment suivre avec eux ce qu'ils font durant tout l'hivernage. Donc, chaque fois, à la fin, nous retournons quand même au niveau de ces producteurs pour faire une évaluation, ce qui nous permet d'améliorer ou bien voilà, de redéfinir quand même notre travail par rapport à leurs besoins d'expression. Alors, il y a une étude qui a été faite par le cabinet d'Albert en 2020 et qui nous a permis d'avoir certains chiffres qui disent que 82% des agriculteurs ont accès aux informations climatiques. C'est dire que les producteurs maintenant prennent l'information climatique comme un intrant. Il est impensable maintenant de planifier, voilà, il est impensable de planifier en fait sans pour autant avoir, comme on dit, xibaru météo. Il faut que xam météo lan la wax, comment est-ce que cet hivernage va se dérouler pour prendre les bonnes décisions. Alors, comme on le sait, hein, donc, en essayant de changer les attitudes, il faut y aller avec la manière, c'est-à-dire le learning by doing. Donc, nous, on a essayé de faire avec les champs tests pour comparer un peu les champs qui avaient utilisé l'information climatique et les gens qui avaient décidé de continuer selon les connaissances endogènes. Donc, à la fin aussi, le cabinet d'Albec a présenté certains résultats que je vous laisse lire. Donc, il y a la production avant information climatique en tonnes et la production avec information climatique également en tonnes. Alors, moi, je dis qu'aujourd'hui, le défi, c'est vraiment une mise à l'échelle complète au niveau du Sénégal par rapport à ces GTP locaux. Ces GTP locaux ont été créés, mais il y a un problème de fonctionnement pour certains. On ne peut pas être partout. Ce qu'on fait, c'est d'essayer quand même de toucher le maximum de population. Et pour ça aussi, il faudrait que quand on met quelque chose en place, que les gens travaillent pour vraiment sécuriser, pour continuer à utiliser ces plateformes. Donc moi, je lance vraiment un appel à ce que ces autorités locales, au niveau des départements, puissent quand même porter cet outil-là, parce que c'est important pour nous, c'est important également pour les producteurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mariama, donc, pour cette brillante présentation sur la manière de gérer l'information climatique au niveau de la NACIM et comment ça contribue, en tout cas, à accompagner, à aider les producteurs dans leurs activités donc, de tous les jours. Donc, on a entendu donc, une première présentation sur les aspects de plateformes d'utilisation d'informations climatiques, sur la planification, comment donc, le groupe travaille à aider, en tout cas, le département à intégrer l'information climatique dans la planification. Moi, je vais parler
d'un cas concret de comment utiliser un outil justement pour aider différents décideurs, que ce soit le producteur, que ce soit le ministère, à planifier l'activité agricole, la production agricole, donc à partir des informations climatiques. Donc, pouvez-vous... Oups. Qu'est-ce qui est... Hein? Voilà, donc merci. Je m'en vais rapidement vous faire l'économie du travail qu'on est en train de faire sur comment utiliser un outil pour aider à la planification avant le démarrage de la campagne. Donc c'est un outil qu'on est en train de développer hein, avec un institut américain, ELISRA, qui utilise justement les données climatiques, les prévisions climatiques, donc les prévisions saisonnières, pour être plus précis, afin de choisir, comme disait Mariama, là on donne vraiment un outil qui vous permettra, à partir de la prévision, de dire je vais utiliser telle culture à la place d'une autre culture, et pour une culture donnée, je vais utiliser telle variété à la place d'une autre variété, parce que en fonction du scénario d'utilisation d'engrais ou en tout cas du niveau des prix, je vais réussir ou je ne vais pas réussir. Donc l'outil te permettra de simuler en fait la réussite du point de vue économique de l'activité qu'on va donc envisager. Comment ça marche? Je ne suis pas très fort. Hein. Voilà. La gestion des risques climatiques, ça c'est Sorna, hein, c'est Sordada. Hein. La gestion des risques climatiques donc, implique en fait des besoins d'outils et de pratiques de gestion pour améliorer durablement la productivité, améliorer la résilience au changement climatique. Comment ça marche? Alors, ça implique également un besoin de traduire le risque climatique en risque agricole et économique pour aider à la prise de décision pour la production agricole. Ok. Donc, l'outil Simagri a pour objectif justement de traduire l'information climatique en termes agricoles et économiques pour appuyer la prise de décision pour la production, spécifiquement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, suivant. Alors, suivant, encore. Voilà. L'outil utilise des informations de différents niveaux. Donc, la prévision climatique, ça peut être la prévision donc, saisonnière, mais ça peut être également l'information climatique historique, hein, depuis un certain nombre d'années. Ça utilise donc les informations sur la culture, quelle est la variété, quelle est la culture, est-ce que je fais de l'irrigation, est-ce que je fais de la fertilisation. Si je fais de la fertilisation, selon les quantités, jusqu'à quel niveau je peux aller hein, pour être rentable dans mon activité. Par rapport au coût des produits que j'utilise et au prix de vente des produits que je vais générer, hein, est-ce que ce scénario me permet d'avoir quelque chose de rentable? Donc, suivant. Et à la sortie, l'outil te permet de te donner des niveaux de rendement et des niveaux de revenus économiques qu'on aura en fonction des différents scénarios qu'on va donc envisager selon les prévisions qu'on a eues en amont. Et ça permet justement d'éclairer effectivement la décision et de développer donc les stratégies par rapport à la saison à venir. Suivant. Alors, c'est quoi l'outil? L'outil, c'est un modèle qui
qu'on appelle Simagri, mais qui utilise derrière un autre modèle. En fait, c'est une interface qu'on appelle Simagri qui utilise un modèle derrière, un modèle de culture qu'on appelle DISAT, donc, qui a été développé par un laboratoire américain. Donc l'outil DISAT en tant que tel nécessite que l'utilisateur ait des connaissances approfondies donc, en termes de modélisation sur le climat, sur la culture, sur la socio-économie, etc. Donc par rapport à l'outil, à l'interface Simagri ne nécessite pas que l'utilisateur ait des connaissances approfondies en climatologie, en agronomie, en économie, etc. Donc c'est une interface qu'on lui présente. Il aura la possibilité de faire ses choix de culture, d'engrais, etc., etc. Mais il comprend, en fait, il peut ne pas comprendre spécifiquement ce qu'il y a derrière l'outil, l'interface qu'il est en train d'utiliser. Ce qui l'intéresse, c'est de faire tourner l'outil et de voir le résultat donc, que ça donne en fonction des informations qu'on lui a données donc, en amont. Suivant. Alors, et l'outil est approprié pour tous les utilisateurs. Donc, que l'interface est facile à utiliser dans sa version actuelle, qui va encore être améliorée. Il utilise des données locales, donc du Sénégal. Et là, je vais lancer un appel du pied, parce qu'en fait, c'est un outil qui a été développé à travers un projet qu'on appelle ECRA. Et dans ce projet-là, l'université, en fait, l'institut, ouais, et le bienvenu. Bienvenue, monsieur le ministre. Je se les saluer. C'est nécessaire. Salam alaikum. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen gërëm ci taxawaay bi. Là j'ai un panel tout de suite, mais après je reviens ici. Voilà. Dégam patron bi dem na, je vais être un peu plus libre et à vos côtés. Ça va quand même? On dirait pas, hein? Mbacké na nga def? Ça va? yaa ngi lan? Bon, yàlla baax na. Jërëjëf, à plus tard alors. Ok, merci monsieur le ministre. Merci. Voilà, donc voilà toutes les informations qu'on a donc, avec l'outil donc, suivant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'utilisateur final peut faire remonter ses observations pour l'améliorer en tenant compte des besoins réels donc, qui n'ont pas été tenus en compte donc, dans la version actuelle qui est utilisée. Suivant, on va aller plus vite. Vas-y. Donc voilà, donc pour l'instant, on peut l'utiliser pour tous ces points-là que vous voyez sur la carte, qui n'est pas très très clair, mais vous voyez donc tous les points-là, ce sont des sites où on a les informations venant de l'ANACIM. Ce sont les données ENAX donc, qui sont utilisées donc, dans l'outil. Mais là, on s'arrête en 2016 et ce serait bien qu'on puisse continuer jusqu'à maintenant. Donc, suivant. Pour l'instant, donc, il y en a 26. Allez-y, donc ça, c'est les données. Je vais vous donner un cas pratique. Vas-y. Suivant. Voilà, donc, un exemple de ce que je disais. Suivant, un exemple de ce que je disais. Donc, on peut faire un scénario et dire, si on fait ceci, qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est un scénario qu'on a essayé de faire sur le site de Nioro, proprement dit. Pour le sorgho, la variété Fada, qui est une variété à cycle intermédiaire. On a les informations sur le sol, l'humidité du sol, etc. La date de semis qu'on a simulée ici au 15 juin. La densité de semis, parce que pour chaque culture, il y a une densité de semis qui est recommandée par la recherche. Pour le sorgho,
voilà, c'est 6 plants par mètre carré. Hein. Quand on prend une autre culture, cette densité peut être donc différente. Hein, et on a choisi de ne pas mettre d'irrigation et de travailler en système pluvial. Et voilà, pour l'utilisation de l'engrais, on a utilisé ici 4 niveaux de fertilisation. 4 scénarios de fertilisation. Un premier scénario où il n'y a pas du tout d'engrais, c'est 0. Un deuxième niveau où on a 30 kg d'azote par hectare au semis. Ensuite, on va appliquer une deuxième application d'azote 30 jours après le semis, la même quantité, 30 kg par hectare. Et ensuite, on va appliquer un troisième scénario, une troisième application à 30 jours après semis. Hein, et puis à 50 jours après semis. Et si on fait ça, on a donc les différents types. Le pointeur, c'est... Hop, ça. Et derrière. Le pointeur, c'est où le pointeur? Donc en rouge, en vert, en violet et en bleu, ce sont les différents scénarios. C'est le niveau de rendement qu'on obtiendra en fonction des données climatiques, de sol, etc. utilisées. Donc, par rapport, et là, on voit que le scénario FT0 pour l'historique, ça c'est des données historiques qui ont été utilisées de 81 à 2016. Ouais, donc, c'est des informations historiques. Et par rapport à l'historique, le scénario sans engrais donnerait le plus de rendement. Ça veut dire que par rapport à cette historique, si quelqu'un se mettait à choisir de dépenser son argent pour faire de l'engrais dans son champ, il n'aurait pas gagné grand-chose parce qu'il va dépenser sans rentabiliser ça. Puisque le scénario, vous voyez, bleu, le scénario bleu qui est le scénario... Non, ça c'est le scénario bleu. C'est le scénario sans engrais. Et le scénario violet, c'est le scénario avec vous voyez, 30 kg au semis, 30 kg 30 jours après semis et 20 kg 50 jours après semis. Donc, l'utilisation d'engrais permettrait ici d'optimiser le rendement, donc selon les informations climatiques et de sol qu'on a utilisées dans le modèle. Suivant encore. Voilà. Si on compare les deux scénarios de pratiques agricoles avec maintenant les prévisions de la saison 2023 qu'on a essayé de faire, en rouge, c'est la prévision des rendements avec le scénario que vous voyez ici. Vas-y encore. Voilà. Et en rouge, c'est le deuxième scénario qu'on a considéré en bas. Donc, pour résumer, en bleu, c'est sans fertilisation et en rouge, c'est avec fertilisation, pour faire plus simple. Et par rapport à la prévision saisonnière de l'ANACIM donnée l'année dernière au mois de juin et au mois de juillet, donc l'utilisation de l'engrais ici également permet d'augmenter la production par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas utilisé donc, de l'engrais, selon la prévision saisonnière. Donc, on gagnerait dans la planification à financer l'intensification agricole pour la campagne 2023 pour avoir des rendements élevés. Et je pense que c'est ce que le ministère a fait en augmentant le budget de la subvention de l'engrais et qu'il a porté à 100 milliards. Suivant. Donc voilà un peu le genre de travail qu'on peut faire pour aider à la planification de l'agriculture, aussi bien pour le producteur que pour le ministère qui est en charge de l'agriculture. Donc l'outil l'outil continue à être donc amélioré, donc, mais comme le temps est fini, donc je vais m'en arrêter là. Juste préciser qu'on est en train de l'améliorer et l'objectif c'est d'avoir plus tard une version utilisable sur smartphone qui permettra aux techniciens ou bien aux producteurs de pouvoir donc faire ses choix et prendre ses décisions en fonction des informations qu'il aura à disposition. Voilà, je vous remercie de votre attention.
donner la parole à Issa Ouedraogo, qui va nous parler des questions, des possibilités d'entrepreneuriat, justement, chez les femmes et les jeunes, pour l'utilisation de l'agriculture intelligente face au climat. Monsieur Ouedraogo, vous avez la parole. Allô, merci beaucoup. Chère madame, chers monsieur, merci de m'avoir donné cette opportunité de présenter quelques activités que nous menons au Sénégal. Je m'appelle Issa Ouedraogo, je suis chercheur à Alliance of Biodiversity International de SIAT. Je suis le représentant pays de Alliance au niveau du Sénégal. Alors, je vais très rapidement vous présenter ce que nous sommes en train de faire. Et là, c'est bâtir l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes grâce à l'utilisation de l'information climatique et de l'agriculture intelligente face au climat. Alors, comme ça a été démontré ce matin, le secteur agricole est très vulnérable dans nos pays. Et ça a été dit ce matin aussi que surtout les jeunes et les femmes sont les plus affectés. Alors, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Avenir, adaptation et valorisation de l'entrepreneuriat en agriculture irriguée, financé par Global Affairs Canada, par le Canada et mis en œuvre par MEDA en collaboration avec SIAT. Nous sommes en train de mener des activités dans la zone cible du projet. C'est les régions de Tambacounda et de Sédhiou, et plus particulièrement dans les départements de Tambacounda et de Goudiri, dans les départements de Goudomp et de Bunkiling. Alors, l'objectif, c'est de renforcer les capacités des jeunes et des femmes à devenir des entrepreneurs, pas seulement s'adapter au changement climatique, mais arriver à produire pour vendre. Et dans le contexte d'une autre initiative qui s'appelle Climber, résilience climatique, on est en train de travailler avec l'ANACIM et avec d'autres partenaires pour faciliter l'accès à l'information climatique pour des prises de décision assez concertées. Alors, quel peut être le rôle de l'information climatique et de l'agriculture intelligente face au climat? Alors, l'information climatique permet de prendre des décisions assez éclairées pour la production. C'est un élément assez important. L'agriculture intelligente face au climat permet aussi de promouvoir des pratiques qui sont adaptées au changement climatique. Par exemple, l'agriculture irriguée, la gestion intégrée des ressources en eau, la gestion intégrée, la gestion des sols. C'est des pratiques d'agriculture intelligente qui permettent aux producteurs de mieux produire. Alors, comment ça se fait? Il faut renforcer les capacités des jeunes et des femmes pour qu'ils comprennent ce que c'est que le changement climatique, ce que c'est que l'information climatique et aussi l'agriculture intelligente face au climat. Et surtout l'irrigation à petite échelle qui est vraiment pratiquée par les femmes dans ces zones-là. Et l'idée, c'est de leur donner des ressources pour qu'ils puissent s'équiper afin de pouvoir mettre en œuvre ces activités dans des petites échelles. Alors, on facilite aussi l'accès au marché parce qu'il ne s'agit pas de produire pour sa survie, mais produire pour vendre, pour devenir des entrepreneurs. Et il y a des activités de networking qui leur permettent d'avoir un très bon réseau pour le renforcement de leurs capacités et l'accès aux finances, l'accès aux équipements également. Alors, l'approche qu'on a utilisée, c'est d'abord le partenariat. Donc, on travaille avec ANACIM, comme je l'ai dit, pour la production de l'information climatique, pour aussi la formation des producteurs pour qu'ils comprennent ce que c'est que l'information climatique. L'ANACIM travaille aussi avec les GTP dont Mariam vient de parler, les 4 GTP au niveau des 2 régions, travaillent à renforcer leurs capacités pour qu'ils
ils accompagnent les producteurs à mieux prendre des décisions assez éclairées. Il y a beaucoup d'interventions. Et en termes d'intervention, il y a l'agriculture intelligente face au climat, des pratiques qui ont été ciblées pour la mise en œuvre. Il y a l'utilisation de l'information climatique, il y a la gestion de l'eau, il y a la gestion du sol et il y a aussi l'agronutrition. Et après ces paquets d'interventions, on a fait des évaluations pour connaître l'impact de ces innovations-là sur la productivité. Et sur la base de ça, certaines activités ont été corrigées pour beaucoup plus d'impact. Il y a aussi des études qu'on a menées, l'étude coût-bénéfice, la volonté à agir, les midline et les endline, qui vont nous permettre de mettre en place un business model pour assurer la durabilité. Comme résultat, on a environ 2200 jeunes et femmes qui ont reçu une formation sur l'agriculture intelligente face au climat, 4400 femmes âgées qui ont été formées sur l'agriculture intelligente face au climat, 400 femmes et hommes qui ont reçu des informations climatiques et 90 personnes qui ont reçu des informations pour utiliser des pluviomètres manuels afin de produire l'information climatique assez localisée aussi. Et plus de 4000 jeunes qui bénéficient des conseils agricoles. Et comme vous pouvez les voir, hein, les chiffres sont très, très éloquents. Et on est actuellement à 2 ans de la fin du projet et il y a certainement beaucoup de choses qui restent à faire. Alors, qui parle d'entrepreneuriat parle de l'accès aux finances. Et là, dans le cadre de ce projet, il y a ce qu'on appelle l'incitation intelligente qui a été mise en œuvre avec un budget global de plus de 800 millions de francs CFA et qui cible les jeunes et les femmes des 4 départements cités là pour pouvoir bénéficier des ressources afin de devenir en fait, des entrepreneurs. Il y a le fonds de subvention de contrepartie qui s'élève à environ 350 millions. Le fonds de réduction de prix à environ 210 millions. Et le fonds de l'innovation qui va jusqu'à 844 millions. Donc, c'est vrai, il y a des critères qu'il faut remplir pour avoir accès à ces financements-là, mais les jeunes se sont mobilisés pour en avoir. Il y a déjà beaucoup de jeunes qui ont bénéficié des financements et qui sont en train de produire et de vendre. Et ça, c'est vraiment assez encourageant. Et voilà, il y a certains critères qui sont là et le nombre de personnes qui sont ciblées par type de financement dont on dispose. Alors, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci d'être resté dans le temps. Donc, je vais, sans plus tarder, passer la parole au public pour prendre 2 à 3 interventions, soit des observations ou des questions ou des recommandations sur les 4 interventions qui ont été faites. Donc là, celui qui veut prendre la parole, prendre 2 à 3 personnes. C'est monsieur Sec. Merci beaucoup. Je voudrais féliciter les 4 intervenants sur la clarté des propos et confirmer ce que Madame disait. Moi, je ne suis pas du milieu agricole, je suis du milieu de la pêche et nous utilisons énormément les informations qui nous viennent de l'ANACIM. Je voudrais aussi poser la question à notre frère Diagne. Je n'ai pas vu de particularité par rapport à la zone des Niayes. Si nous acceptons que cette zone permet au Sénégal de produire 65% de produits maraîchers et que de plus en plus cette zone, avec la forêt du littoral qui était de 4000 km², qui continue à être réduite et agressée de toutes sortes, qu'est-ce que vous faites pour cette zone? Qu'est-ce que vous faites pour la protection de cette zone du littoral
où nous avons notre culture maraîchère. Et même dans les 25 points cités pour avoir les collectes d'informations, cette zone n'est pas comprise dans la carte que vous avez projetée, M. Mbaye. Voilà un peu les deux questions que je voudrais poser. Merci, monsieur. C'est comment? Monsieur Seck. Merci, c'est bien de poser cette question. Parce qu'aujourd'hui, le foncier au Sénégal, je pense que tout le monde est conscient que le foncier pose un problème. D'autant plus avec l'urbanisation galopante, aujourd'hui, on perd énormément de terres agricoles. Maintenant, il y a un autre aspect particulier dans la zone des Niayes, c'est surtout l'exploitation minière, qui est aujourd'hui aussi une plus grande partie des pertes qu'on a observées sur les terres agricoles est due à ça. Récemment, il y a un cadre qu'on a mis au ministère qui est piloté par un conseiller technique qui travaille sur les questions foncières et on a proposé un cadastre agricole. C'est un dossier qui est sur la table des autorités pour qu'on puisse voir comment protéger tout ce qui est aspect foncier agricole. Mais nous savons tous que c'est des décisions qui émanent des autorités étatiques, normalement, plus précisément le président de la République, parce qu'il y a une loi qui encadre tout ce qui est aspect foncier, qui est la loi de 1960, qui parle de cadastre. Donc, on a pris des initiatives et beaucoup d'initiatives parce que la zone de l'horticulture est gérée par la direction de l'horticulture, qui est une direction spécifique au ministère qui travaille sur les aspects horticoles. Donc, il y a des initiatives qui ont été faites et des propositions ont été faites à l'autorité. Maintenant, c'est à l'autorité de prendre des décisions par rapport à cette urbanisation galopante et à cette exploitation minière, voir comment protéger ces zones agricoles ou bien faire faire d'autres propositions pour maintenir la production, surtout horticole. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que la zone de Niayes, c'est une zone particulière. Hein? Donc, la problématique du foncier dans cette zone-là est vraiment d'actualité. Par rapport à la carte que vous avez dite, où il n'y a pas la zone de Niayes, en fait, les cultures sur lesquelles on a travaillé jusqu'ici avec l'outil, ce sont les grandes cultures. Ce qui est mil, sorgho, arachide, maïs. Et on est en train de travailler sur le riz. Donc, les cultures maraîchères ne sont pas prises en compte par l'outil parce que justement, elles sont moins sujettes aux questions de pluviométrie, de variabilité pluviométrie, etc. Comme ce sont des cultures irriguées par essence, peut-être que ce qui pourrait être pris en compte, c'est peut-être la problématique du réchauffement. La température a un impact saisissant sur la croissance et la productivité de certaines cultures maraîchères et de la riziculture irriguée. Mais c'est ce qui fait que, en fait, dans la carte, ça n'apparaît pas. Donc, on a plus travaillé sur les grandes cultures plutôt que sur les cultures donc, maraîchères. S'il y a une autre observation ou une autre question, Mariama. Merci, Monsieur le Président. En fait, je voulais juste rebondir sur ce que vous avez, sur la préoccupation de M. Seck. Il a raison par rapport à la production maraîchère. Donc, pour la zone des Niayes, je pense que Diagne a répondu. Donc, il faut que peut-être les autorités prennent les mesures idoines par rapport à ces spéculations foncières quand même qui nous prend les terres. Mais pour vous rassurer aussi, l'ANACIM prend en compte l'irrigation et les productions maraîchères. Donc, avec le projet Proval, il y a un bulletin qui est produit, je pense, chaque 15 jours avec le service recherche et développement et qui nous permet de prendre en compte le réchauffement et la disponibilité de la ressource eau. Donc, c'est un produit qui est disponible. Il serait bien quand même que ce monde qui s'active autour du maraîchage
puissent avoir connaissance de ce produit. Merci. Aussi pour compléter, Aminta, bon, les GTP, comme vous le connaissez, c'est des cadres qui fonctionnent le plus souvent durant la période de l'hivernage. Donc, c'est du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Mais dans les zones où il y a la présence des plateformes changement climatique, les deux sont complémentaires. Parce que les GTP fournissent les informations à la plateforme. Donc, dans ces zones où il y a les plateformes comme les départements de Tivaouane qui font partie de la zone, des Niayes, les départements de Saint-Louis et une bonne partie de la vallée du fleuve qui fait de l'agriculture irriguée, durant ces périodes de contre-saison, que ce soit la contre-saison chaude ou bien la contre-saison froide, les plateformes se réunissent régulièrement en prenant des informations issues de la production de l'ANACIM pour les fournir aux producteurs, pour les orienter vers leurs pratiques agricoles ou bien même ça va au-delà sur le système d'alerte précoce pour la gestion des nuisibles. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire. Peut-être rajouter simplement que pour les cultures maraîchères, il y a un autre outil qui a été donc développé par l'ISRA, précisément, pour la gestion de l'irrigation, de l'eau d'irrigation. Mais ça n'a pas été fait sur la zone de Niasse, ça a été fait sur dans le bassin arachidier. Donc, où l'État commence à encourager et à soutenir les pratiques horticoles en termes de diversification. Hein. Voilà. Donc là, comme c'est une zone relativement chaude, comme le dit Mariama, et comme on est en saison sèche où la ressource principalement est très limitée, donc c'est sur les forages que les gens puisent, alors qu'il y a une compétition entre les cultures et la consommation humaine, hein, et la consommation des animaux. Donc voilà, il y a un outil qui a été développé pour optimiser l'eau d'irrigation, pour ne pas irriguer à tout va, donc irriguer en fonction des besoins en eau de la plante. Donc à la fin de chaque journée, on évalue les besoins de la plante qui est cultivée, de la culture maraîchère. Et le lendemain matin, on apporte cette quantité d'eau uniquement pour ne pas dépasser et ne pas gaspiller donc de l'eau. Voilà un peu ce que je peux dire pour compléter et je vous remercie de votre attention. Voilà, merci beaucoup.